Il existe des compétences pour vivre en vieillissant magnifiquement. Aujourd'hui, j'ai préparé un article sur la philosophie de vie d'un médecin coréen qui a vécu en tant que psychiatre pendant 50 ans. J'espère que ce sera un moment pour rechercher la sagesse nécessaire pour vivre joyeusement jusqu'à la mort. Pour ceux qui disent souvent, en vieillissant, il ne reste plus qu'à mourir. Parmi les patients âgés, il y a des personnes qui, malgré l'absence de symptômes graves devant le médecin, se plaignent de douleurs et de fatigue avec un visage qui semble proche de la mort. Cependant, pour être honnête, je suis moi-même âgée, mais je n'aime pas écouter les plaintes des personnes âgées. Lorsqu'on entend l'expression « en vieillissant », il ne reste plus qu'à mourir. Même si cela provient d'un profond sentiment, il est difficile pour ceux qui écoutent de s'y identifier. Ces personnes essaient d'exprimer et de résoudre leurs désirs et leurs besoins, mais au lieu de le faire de manière mature, elles se contentent de se plaindre, d'exprimer leur mécontentement et d'exploser de colère. Nous disons souvent qu'elles se comportent comme des enfants. La maturité consiste à apprendre diverses manières de résoudre les problèmes de la vie. Réfléchissez à la manière dont vous utilisez des méthodes telles que la plainte, l'indifférence ou l'évitement. En vieillissant, le corps et l'esprit s'affaiblissent, et il peut arriver que l'on utilise ces méthodes de manière inconsciente, ce qui nécessite une attention accrue. Prenez le temps de réfléchir à la journée passée et demandez-vous si vous vous êtes plaint. Et lorsque le temps passera et que vous atteindrez un âge avancé, réfléchissez à la manière dont vous exprimerez quotidiennement votre douleur. Ne vous attendez pas à ce que les autres comprennent votre souffrance. C'est là la dignité des personnes âgées. Pour les parents qui se sentent insatisfaits, comme s'ils n'étaient plus en phase avec leurs enfants adultes, la communication entre des parents âgés et leurs enfants devenus grands n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Les parents veulent savoir ce que leurs enfants font et pensent, mais ils n'osent pas poser la question. Les enfants, quant à eux, cessent naturellement de parler de leurs véritables pensées à leurs parents à un certain moment. Même lorsqu'ils sont interrogés, ils répondent de manière vague. Les parents ne peuvent que déduire la situation de leurs enfants à partir de petites pistes. La distance entre parents et enfants au crépuscule de la vie est donc tout à fait normale. Même s'ils sont proches comme des amis, les parents ne peuvent pas comprendre tout de leurs enfants. Si les parents essaient de tout savoir comme ils le faisaient lorsque leurs enfants étaient petits, cela ne fera qu'approfondir les conflits, et les enfants finiront par devenir ingrats. Même si les parents ne connaissent que 10% de la vie de leurs enfants adultes, cela leur suffit pour être heureux. Ces 10% peuvent concerner les hobbies ou le travail des enfants. Mon fils aîné est astronome. J'ai écrit une fois une histoire liée aux étoiles pour discuter avec lui. Nous n'avons pas besoin de nous faire face pour discuter. Nous échangeons souvent nos opinions par email sur divers thèmes de la vie. Je partage mes réflexions sur des sujets particuliers et j'écoute l'avis de mon fils. Donc, ne blâmez pas les enfants s'ils ne partagent pas leurs véritables pensées. Commencez par ces 10%. La chose la plus importante est de commencer la conversation. Pour ceux qui disent vouloir voyager dans des endroits jamais visités et passer leur retraite, malgré l'intérêt croissant de la société pour les personnes âgées, beaucoup de gens pensent encore de manière vague à la vieillesse. Ils souhaitent vivre tranquillement, voyager et passer du bon temps avec leurs petits-enfants. Cependant, la réalité de la vieillesse est très longue. La vieillesse, au sens littéral, fait référence à la période après que la capacité de vie diminue ou se perd avec l'âge. Mais en réalité, les personnes âgées peuvent encore être lucides, en bonne santé et capables. Ainsi, pour les personnes modernes, la vieillesse est un temps pour continuer à faire ce qui a du sens et qui est nécessaire pour elles-mêmes. Pendant cette période, on peut vivre tranquillement, voyager et parfois jouer avec les petits-enfants. En y réfléchissant, j'ai effectué plus de travail après ma retraite. J'ai quitté l'hôpital et l'école pour vivre de manière plus libre et créative. J'ai participé à des consultations, fait du bénévolat médical au Népal, pris soin d'enfants dans un orphelinat, étudié les statues de Bouddha, été admis à une université en ligne, enseigné l'éducation sexuelle aux jeunes et l'éducation des personnes âgées. La quantité de travail était énorme. Cependant, tous ces travaux n'étaient pas imposés par quelqu'un, mais étaient plutôt des créations de ma propre initiative. J'apprécie toujours ces activités. Ainsi, chaque jour est un jour heureux. Donc, si vous voulez bien vivre cette longue vieillesse, pensez à maximiser votre temps au lieu de vous accrocher à des désirs vagues ou des illusions. Pour ceux qui se lamentent de n'avoir jamais vécu librement, nous voulons tous vivre librement. Mais qu'est-ce que la liberté ? En termes simples, c'est faire ce que l'on veut, quand on le veut. Cependant,
ce n'est pas si simple. L'homme est un animal social, et il y a des règles à respecter et des choses à suivre, ce qui peut parfois limiter la liberté. Cependant, d'une certaine manière, nous nous enchaînons nous-mêmes. Nous faisons constamment attention au regard des autres et nous pratiquons l'autorégulation et l'autosurveillance. Et nous nous plaignons de ne pas pouvoir vivre librement, en trouvant toutes sortes de justifications. Lorsque je travaillais à l'hôpital universitaire, je voyageais au Népal une fois par an. J'y allais pour faire du bénévolat médical, mais je revenais avec une énergie vivifiante du Népal. Bien sûr, prendre des vacances dans un hôpital universitaire n'est pas une chose facile. J'ai ajusté mon travail pour ne pas perturber mes consultations, mais cela me faisait toujours hésiter. Cependant, le premier pas est le plus important. Après ma première visite au Népal, les suivantes sont venues naturellement, et il y avait une ambiance dans l'hôpital qui disait « Yi Gun-wo est quelqu'un qui va au Népal ». On me demandait « Quand y vas-tu cette année ?» La liberté peut être difficile tant qu'on ne passe pas à l'action, mais une fois que l'on a fait le premier pas, cela devient très simple, heureux et décontracté. Réfléchissez à ce qui vous retient, à ce que vous voulez faire. Ne faites pas d'excuses, essayez une fois, sortez et brisez ces chaînes. Vous réaliserez que c'est plus facile que vous ne le pensiez. Pour ceux qui s'inquiètent constamment de prendre du retard par rapport aux autres, les phrases « seconde vie » et « troisième vie » reviennent souvent. Si la seconde vie consiste à établir une nouvelle carrière ou un nouveau travail après avoir atteint l'âge de la retraite à environ 50 ans, la troisième vie serait de vivre le reste de sa vie de manière agréable sans se soucier du regard des autres. C'est un bon conseil et un encouragement. Cependant, en y regardant de plus près, il se peut qu'il y ait un consumérisme caché derrière cela. Le marché lié aux personnes âgées n'est pas apparu sans raison. Divers produits de voyage, aliments santé, équipements médicaux, articles de sport, assurance vie, assurance funéraire, tout cela vise le portefeuille des personnes âgées. Si vous n'avez pas ces choses ou si vous ne les avez pas expérimentées, vous vous sentirez anxieux. En pensant que les autres le font aussi, vous pouvez avoir l'impression que votre vie est vraiment erronée. Nous avons vécu une vie de compétition, ressentant un sentiment d'infériorité. La promotion de la compétition est une caractéristique du capitalisme. Ainsi, même lorsque nous arrivons à la fin de la vie, nous nous occupons toujours du regard des autres, comparons et essayons de combler les écarts. En vieillissant, nous continuons de rivaliser, même dans la mort. La troisième vie est une belle expression. Cependant, avant de vous précipiter en pensant « il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois aussi le faire », réfléchissez bien à si vous ne vous engagez pas dans des actions inutiles basées sur le regard des autres ou leurs paroles. Vivre ainsi ne garantit pas nécessairement une bonne vie ou le succès. Ne gaspillez pas votre temps précieux uniquement pour ne pas prendre de retard par rapport aux autres. Comme tout excès peut avoir des effets contraires, même un bon désir peut entraîner de mauvais résultats s'il devient excessif. Pour les parents qui se sentent injustes en se demandant si leurs enfants savent combien ils ont peiné pour les élever, beaucoup d'entre eux considèrent le sacrifice qu'ils ont fait pour leurs enfants comme une forme de sacrifice. Ils voient les enfants comme une partie d'eux-mêmes et se sentent injustes en pensant à la manière dont les parents ont tant souffert pour les élever. Cependant, sacrifier pour quelqu'un d'autre est en soi une illusion. Élever un enfant pour qu'il puisse grandir et ouvrir son propre chemin dans la vie est la responsabilité des parents, et ce n'est pas un sacrifice. De plus, les enfants ne sont pas une partie des parents. Les enfants ont le droit de vivre leur propre vie en tant qu'individus indépendants, en fonction de leur niveau de personnalité. Pour assurer l'indépendance des enfants, les parents doivent être préparés. Lorsque les enfants grandissent et commencent à se bâtir leur propre vie, les parents doivent également se libérer des blessures du passé et de l'attention dévouée à leurs enfants. Les parents doivent prendre soin d'eux-mêmes, profiter des choses qui ont été oubliées dans le passé et savourer une nouvelle vie. Ainsi, lorsque les enfants atteignent un âge d'indépendance, préparez-vous à les laisser partir. Il n'est pas nécessaire de se sentir injuste ou insatisfait. C'est le plus grand cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant. Tout comme les enfants s'efforcent de s'indépendantiser des parents, les parents doivent également faire des efforts pour s'indépendantiser des enfants à un certain moment. Pour ceux qui se retrouvent sans le sou en se préparant à la retraite, beaucoup pensent à la préparation à la vieillesse en termes d'économie. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, économiser pour la vieillesse est devenu une obligation très importante dans la planification de la vie. Cependant, ici, nous devons réfléchir à ce que signifie le pouvoir économique.
Si l'on ne définit le pouvoir économique que par l'argent et qu'on le considère comme quelque chose que l'on utilise uniquement pour soi-même, alors la vie future s'arrêtera à un niveau biologique. Vivre uniquement d'économie sans capacité de travail n'a pas de sens. Si vous ne changez pas votre façon de penser au pouvoir économique, vous passerez une vieillesse ennuyeuse. Cependant, si vous parvenez à bien combiner vos ressources matérielles, spirituelles et humaines, et avoir la volonté de gérer votre vie, tout changera. Trouvez des choses que vous pouvez faire même à la retraite et faire l'effort d'utiliser vos capacités économiques de manière significative rendra cette période de votre vie plus riche. Même si vous n'avez pas beaucoup d'économies pour la retraite, si vous avez l'attitude de chercher à gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, votre vie sera beaucoup plus riche que si vous vous contentiez d'attendre que le temps passe. À cet égard, une retraite sans épargne suffisante peut être une chance. Cela peut engendrer une volonté de travailler encore plus dur. Ainsi, vous n'avez pas besoin de craindre une vieillesse simplement parce que votre base économique est faible. Pour ceux qui se vantent trop de leur passé, après être entrés à l'université cybernétique de Corée en 2007, les étudiants ressentaient une pression parce qu'ils savaient que j'avais été professeur et médecin. Au début, tout le monde m'appelait professeur ou docteur. J'ai donc clairement dit que je ne me souciais pas si on m'appelait camarade, aîné ou junior. Depuis lors, tout le monde a commencé à m'appeler camarade lors des réunions en ligne et hors ligne. Lorsque je suis passé de professeur ou docteur à camarade, j'étais vraiment heureux. Si j'avais agi comme un docteur là-bas, cela aurait été ridicule. Mon rôle à l'école n'était pas celui d'un docteur, mais celui d'un étudiant. En vieillissant, on a tendance à se replonger dans les souvenirs du passé. Il est agréable de s'asseoir avec des amis et de discuter des souvenirs d'autrefois, mais se vanter de son passé en présence de jeunes ne suscite que des regards froids et des critiques. En vieillissant, ne vous attendez pas à être respecté par les jeunes. Efforcez-vous plutôt de participer à ce qui les intéresse. Ce n'est pas de la flatterie, mais un effort pour participer à leurs intérêts et les partager. Il est particulièrement important de montrer de petites actions aux enfants. Au lieu de donner des ordres ou des exigences naturellement, demandez-leur tout simplement. Rappelez-vous qu'en grandissant, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour rendre leurs parents heureux. Ils savaient que s'ils faisaient quelque chose de mal, ils ne recevraient que des punitions. Maintenant, les parents doivent faire le contraire et s'efforcer de rendre les enfants heureux. Cela peut sembler un peu embarrassant, mais pour vivre heureux avec les enfants, cela en vaut la peine. N'oubliez pas de vous comporter avec gentillesse. Au lieu d'exprimer colère ou mécontentement, exprimez de la joie et évitez de montrer des émotions négatives. Utilisez fréquemment des mots de demande au lieu de donner des ordres. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, lorsque nous avons un enfant qui va dans la même direction, nous leur demandons s'ils peuvent nous prendre. Pour ceux qui ressentent de la tristesse et de l'anxiété à l'idée de vieillir, vieillir est triste. La force physique diminue, les maladies apparaissent, la volonté faiblit et le respect des autres disparaît. En tant que chose inévitable, l'homme possède une angoisse fondamentale. Cette angoisse est instinctive. La tristesse l'est également. Tout le monde a des moments tristes. Dans la vie, il y a souvent plus de raisons d'être triste et en colère que d'être heureux. Cependant, il y a des gens qui semblent ne ressentir aucune anxiété ou tristesse. Sont-ils nés ainsi? Non, ils ont simplement choisi de vivre de manière optimiste pour sortir de la tristesse. En tant que psychiatre, je ressens parfois le vide et la tristesse. Dans ces moments-là, je reconnais mes émotions et j'essaie de sortir en lisant, en me concentrant sur mes études ou en rencontrant des gens. Si vous ressentez de la tristesse, trouvez des solutions. Si vous niez votre tristesse et ne réfléchissez qu'à pourquoi vous êtes triste, vous ne pourrez pas sortir de cette tristesse. La plupart des choses qui m'arrivent ne dépendent pas de ma volonté. C'est ma responsabilité de voir et de comprendre comment je les perçois. Le travail d'un psychiatre n'est pas de trouver des solutions pour les patients. C'est de créer une motivation pour que les patients sortent de la dépression. Une fois la motivation créée, ce qui se passe dépend de la volonté du patient. La première étape pour surmonter la dépression est de reconnaître que vous êtes triste. Pour ceux qui s'inquiètent de ne pas être visités après la retraite, lorsqu'on vieillit et qu'on perd sa capacité de travail économique, on a tendance à penser que tout est fini. Cependant, si vous avez vécu pour vous-même et votre famille, en vieillissant, vivez en donnant. Bien sûr, le bénévolat n'est pas facile à commencer si l'on ne commence pas jeune. Cependant,
Il est très important de chercher ce que vous pouvez faire. Votre expérience et votre âge sont précieux dans de nombreux endroits. Monsieur Lee Yoon-ki, 70 ans, fait du bénévolat en lisant des journaux à des personnes âgées malvoyantes. Il utilise son talent pour raconter des histoires, cultivées au cours d'une vie. Il y a aussi une grand-mère qui fabrique des sacs à partir de banderoles jetées pour les distribuer aux gens. Un grand-père, ancien chauffeur de taxi, aide chaque jour à réguler le trafic pendant les heures de pointe. En vieillissant, même de petites actions de don aux autres ont un sens. Si vous rêvez d'une vieillesse significative, réfléchissez à ce que vous pouvez faire avant d'obtenir ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas trop de savoir si quelqu'un viendra vous rendre visite après avoir quitté votre travail. Il y a encore beaucoup de choses précieuses que vous pouvez faire en vieillissant. Ne restez pas là à attendre que le temps passe sans rien faire. Se plaindre de la maladie ou de la vie est un gaspillage de temps précieux. Pour ceux qui se reprochent d'avoir trop travaillé dans le passé, en vieillissant, le corps s'affaiblit et la vie se rétrécit, les capacités diminuent. À ce stade, vivre comme un jeune couple est difficile. En y réfléchissant de manière réaliste, lorsque vous vieillissez, ce qui comprend le mieux votre vie, c'est votre épouse ou votre mari. Ceux qui ont vécu longtemps ensemble, élevé des enfants et ont partagé des expériences similaires. Lorsque les enfants grandissent, le couple vieillit ensemble et devient des compagnons pour apprécier les changements liés au vieillissement. Ils doivent faire attention à ne pas blesser l'estime de soi de l'autre, s'encourager et se reconnaître mutuellement. Posez des questions comme « Pourquoi es-tu comme ça ?» ou « Tu ne changes jamais, ne fais que blesser ». Si vous continuez à vivre avec ce type de rancœur, la vie de retraite deviendra encore plus difficile. Au lieu de cela, persuadez votre partenaire avec des mots comme « Je ressens aussi cela » ou « J'espère que tu feras cela ». En vieillissant, les rôles de genre doivent changer. Lorsque les jeunes étaient mariés, le mari travaillait à l'extérieur et la femme s'occupait des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, mais à un âge avancé, la répartition des tâches domestiques doit être basée sur les intérêts, les capacités et l'énergie de chacun. Dans une émission de télévision, un mari attendant le retour de sa femme a dit « Je ne pensais pas que ce serait facile, mais cela a pris plus de temps que je ne le pensais. » Le mari a compris les efforts et le temps que sa femme a consacrés. Si vous vous sentez fatigué par des problèmes que vous avez eus depuis le mariage, rappelez-vous que, depuis que nous sommes mariés, nous avons toujours eu les mêmes problèmes. Rien ne change. Où est donc ce caractère? Ai-je vraiment dû porter ce fardeau toute ma vie? Depuis mon enfance, je n'ai pas écouté ce que mes parents disaient. En tant que psychiatre, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui souffraient de relations familiales. Ils expriment souvent de la colère, de l'injustice et de la tristesse à cause de conflits répétitifs. Cependant, leurs histoires se ressemblent beaucoup. Ils disent que leurs partenaires ou leurs enfants ne changent pas du tout. Cependant, en réalité, cela prouve qu'eux-mêmes ne changent pas non plus. Pourquoi cherchons-nous à rattraper les tendances ou les changements technologiques, mais ne faisons-nous pas d'efforts pour nous adapter aux changements dans les relations familiales qui accompagnent l'époque? Je ne peux pas imaginer fumer une cigarette avec mon père, mais l'écrivain Park Beom-sin dit qu'il a discuté tout en fumant avec son fils. Pour eux, fumer ensemble n'est pas une impolitesse, mais une forme de communication. Lorsque des conflits existent au sein de la famille, nous nous attendons simplement à ce que les autres changent et ne cherchons pas des moyens de résoudre les problèmes. Lorsque des problèmes surviennent, nous avons tendance à les ignorer ou à les supporter, plutôt que d'y faire face et de les résoudre. C'est pourquoi les conflits familiaux se répètent toujours avec les mêmes émotions. En vieillissant, nous devenons souvent plus faibles et fatigués, de sorte que la volonté de résoudre les conflits diminue également. Les conflits familiaux doivent être résolus avec raison, pas avec émotion. Pour éviter de se disputer pour les mêmes problèmes, faisons face à l'autre avec raison. Ce faisant, nous pouvons résoudre les problèmes. Pour ceux qui regrettent souvent ce qu'ils ont dit, nous avons souvent confiance dans les mots et pensons en fonction des mots plutôt que de ce que nous ressentons. C'est pourquoi nous devons faire attention aux mots et être mesurés. Au cours de ma vie en tant que médecin, j'ai souligné que les mots peuvent être des outils pour mener une vie riche et heureuse. Si j'ai exagéré, on peut dire qu'il suffit d'être prudent avec les mots pour avoir réussi à moitié. Beaucoup se demandent comment bien parler, mais en réalité, ce n'est pas difficile. Ce que vous devez faire, c'est faire la distinction entre ce que vous devriez dire et ce que vous ne devriez pas dire. Au moins, si vous ne dites pas ce que vous ne devriez pas dire, vous avez réussi.
Suis-je moi-même prudent avec mes mots? Lorsque vous parlez, rappelez-vous les 10 choses suivantes. Premièrement, évitez d'utiliser des mots vulgaires. Les mots qui insultent ou maudissent les autres sont les pires mots. Deuxièmement, ne dites jamais ce que les autres détestent le plus. Chacun a des choses qu'il ne veut pas entendre. C'est une bombe qui explose dès qu'on l'effleure. Troisièmement, évitez de vous comparer aux autres. Comparer des enfants de 3 ans à des personnes âgées de 80 ans est vraiment désagréable. Quatrièmement, n'attaquez pas la personnalité des autres. Toucher à l'estime de soi des autres rend très difficile la réparation des relations. Ce qui reste, ce sont des mots de rancéure. Cinquièmement, ne blessez pas la famille des autres. La famille des autres n'est pas liée à la nature du problème, donc ne les mentionnez jamais, peu importe la situation. Sixièmement, évitez les déclarations surprenantes. Des mots comme « séparons-nous »,« je divorce » ou « je démissionne » devraient être prononcés en dernier recours. Septièmement, il est nécessaire d'avoir des compétences en communication humoristique. Il n'est pas nécessaire de prendre toutes les conversations au sérieux. Huitièmement, utilisez des mots clairs qui ne prêtent pas à confusion. Il est nécessaire de pratiquer pour donner des réponses claires comme « je suis d'accord » et « je ne suis pas d'accord ». Neuvièmement, ne dites rien qui puisse blesser les autres. Lorsque vous êtes troublé, il vaut mieux rester silencieux. Dixièmement, rappelez-vous que les mots peuvent être à la fois un poison et un remède. Les mots peuvent être les choses les plus nuisibles, mais aussi les plus merveilleuses au monde. En observant ma manière de parler, vous pouvez comprendre qui je suis. Si vous voulez savoir quel type de vie j'ai mené, pensez à la langue que vous utilisez. Pour ceux qui se sentent impuissants, nous avons été éduqués à nous considérer comme des êtres humains défectueux, à nous critiquer et à nous blâmer fréquemment. C'est pourquoi il est possible d'apprendre et de développer de la sympathie et de l'intérêt pour les autres, mais nous sommes très avares envers nous-mêmes. Lorsque nous faisons la même chose, si quelqu'un échoue, c'est une erreur, mais si nous échouons, c'est une erreur impardonnable. Selon la théorie du complexe d'infériorité du psychanalyste Adler, l'homme naît avec un sentiment d'infériorité. En grandissant, nous essayons de surmonter ce sentiment d'infériorité, mais si nous y parvenons, nous serons confrontés à un nouveau conflit. À ce moment-là, il est nécessaire de maintenir un sentiment de supériorité. Maintenir un sentiment de supériorité atteint par des efforts demande plus de force que de surmonter un sentiment d'infériorité. Ainsi, l'homme continue de vagabonder entre le sentiment d'infériorité et le sentiment de supériorité tout au long de sa vie. Chacun a un potentiel, mais il y a des points où une personne est supérieure et d'autres où elle est inférieure. Il n'y a pas de personne parfaite. Adler dit que l'homme grandit à travers le processus de surmonter son sentiment d'infériorité. Cependant, de nombreuses personnes souffrent de la découverte de leurs défauts et de la sous-estimation de leurs efforts passés. Ils ne voient que leurs défauts et se concentrent constamment sur ce qui leur manque. Ils s'évaluent comme impuissants, alors qu'en réalité, ils font très bien dans tous les domaines. Ainsi, ils ne peuvent pas accepter leurs défauts. À ce stade, abandonnez l'idée qu'il est nécessaire d'être excellent dans tous les domaines. Il n'y a personne dans ce monde qui soit parfait dans tous les aspects. Voici une liste de contrôles pour les personnes qui ont souvent une faible estime de soi. C'est l'attitude nécessaire pour s'aimer, alors prenez votre temps pour vérifier chaque élément et le mettre en pratique. J'accepte mes besoins en tant que moi-même. J'aime être moi-même. Je prends soin de mon corps et de mon esprit. Je prends soin des autres de la même manière. Je planifie ma santé. Je connais les causes des bonnes et des mauvaises relations. J'ai la capacité de contrôler mes émotions. Je fais des choses que j'aime et que je maîtrise. Je gère mes finances. Pour ceux qui trouvent l'anniversaire terrifiant, après avoir célébré leur 60e anniversaire, ils ont tendance à penser que leur anniversaire arrive souvent. Les bougies sur le gâteau d'anniversaire brillent toujours intensément. Les anniversaires à la retraite sont spéciaux. Ce n'est pas simplement un jour pour vérifier combien de temps vous avez vécu. Chaque anniversaire a un sens, mais surtout celui de la vieillesse, ce n'est pas tant de vivre longtemps, mais de savoir comment vivre. Comme le dit une célèbre citation récente, « Aujourd'hui est le jour le plus jeune de votre vie ». Si vous avez eu une longue vie, vous devez réfléchir à la manière dont vous avez vécu. Il y a des choses supplémentaires et des choses manquantes. À l'anniversaire, vous devriez avoir l'occasion de partager vos succès et échecs,
ce que vous avez accompli et ce que vous n'avez pas pu accomplir, vos défauts, vos regrets et vos embarras, avec les gens qui vous entourent. Cela signifie enlever ce qui est inutile. Si vous laissez des choses inutilisées dans un entrepôt, cela n'a aucun sens, mais si vous les sortez et les partagez avec d'autres, cela devient un cadeau précieux. Tout le monde n'apprendra pas cela, et certains pourraient critiquer, mais si ce sont de jeunes gens sages et compréhensifs, ils ouvriront leur cœur et transformeront cela en un trésor. Que diriez-vous de prendre le temps de résumer votre vie si vous recevez des vœux d'anniversaire de nombreuses personnes ou de votre famille? Ainsi, les bougies d'anniversaire ne deviennent plus quelque chose de terrifiant. Parmi ceux qui disent que la vie est vraiment ennuyeuse, il y a une personne célèbre, le comédien et narrateur Jean Sophal, qui a laissé ces mots à son fils avant de mourir. « Comprends-tu pourquoi je suis mort? Je suis mort d'ennui. Tu vieilliras aussi et, en réalité, tu ne feras plus rien, et tu te sentiras si ennuyé que tu en mourras. » Peut-être qu'il ne voulait pas dire cela, ou peut-être qu'il exprimait sa fierté en tant que comédien qui ne voulait pas perdre son humour. Cela pourrait aussi être des mots pour réconforter la tristesse de son fils. En vieillissant, il n'y a rien à craindre. Ayant rencontré beaucoup de gens et vécu diverses expériences, je comprends que rien ne repose uniquement sur les efforts. Cependant, je reconnais aussi les limites des efforts. Si j'avais su cela à l'avance, je n'aurais plus eu peur du monde maintenant. Dans ma jeunesse, j'avais peur de la façon dont je devrais vivre, et ce qui allait se passer était la chose la plus effrayante, une plus grande anxiété que la mort. À ce moment-là, la mort semblait être un concept lointain. Cependant, en vieillissant, je réalise que la pire chose que je puisse expérimenter est la mort, donc l'anxiété pour l'avenir et la curiosité pour la vie diminuent. En réalité, l'ennui lié au vieillissement en découle également. Ainsi, la qualité la plus importante nécessaire à la vieillesse est l'humour et l'ouverture d'esprit. C'est la sérénité d'une personne qui sait tout. Si votre vie devient ennuyeuse et sans saveur, réfléchissez à si vous avez perdu votre sens de l'humour. Pour ceux qui regrettent de ne rien jeter, l'un de mes rêves est d'avoir une pièce propre et vide, comme un moine. La salle de méditation est l'endroit où les moines s'asseyent pour méditer. Il n'y a rien d'autre, juste soi-même. Parfois, lorsque je suis invité dans la salle de méditation d'un moine pour boire du thé, je suis profondément touché par la tranquillité et la paix qui y règne. En vieillissant, je nettoie fréquemment ma chambre. Je passe toute la journée à ranger mon bureau et à organiser les livres éparpillés. Je continue à jeter des choses dont je n'ai plus besoin, mais le sentiment de regret émerge. Je me rends compte que le regret est quelque chose d'inutile. Récemment, j'ai décidé d'annuler mon abonnement à certaines revues auxquelles j'étais abonné depuis longtemps. Mes yeux s'étant détériorés, je ne peux plus les lire confortablement. Je les avais gardées pendant des mois, mais cette fois, j'ai pris la décision de les annuler par téléphone. Le magazine d'art mensuel auquel j'étais abonné depuis presque 30 ans. J'ai un peu de regret, mais je me sens désolé et j'ai pris ma décision. Après avoir fait un nettoyage, je me suis senti beaucoup plus léger. Cependant, quelques semaines plus tard, ma chambre était à nouveau remplie d'objets. En cherchant des documents nécessaires, le sol était encombré de livres et de papiers. Il est difficile de tout nettoyer complètement. C'est pourquoi je dois encore réorganiser ce que je dois garder et ce que je dois jeter. Je recommande à ceux qui ne peuvent rien jeter à cause du regret de nettoyer plus fréquemment et de jeter plus de choses. Faites-le. Aujourd'hui, nous vivons l'âge d'or de la vie. Avez-vous déjà entendu l'expression « utiliser tout » ? C'est une phrase d'un célèbre consultant financier américain. Cette phrase souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'une attitude envers l'argent, mais qu'elle devrait également se concentrer sur la manière dont vous vivez. Si vous considérez le temps de votre vie comme de l'argent, vous devriez utiliser le temps donné sans hésitation et vivre pleinement. Vivre une vie sans regret signifie réduire le temps perdu, c'est-à-dire réduire les regrets et la responsabilité personnelle, et réaliser davantage de choses que vous souhaitez faire. La vie n'a pas de réponse, et nous devons nous-mêmes les créer. Nos cœurs sont des endroits très subjectifs. Ils peuvent devenir un enfer ou un paradis, et le paradis peut aussi devenir un enfer. Chacun a deux cœurs. Par conséquent, il est nécessaire de contrôler son propre cœur. Je souhaite que le chemin que vous empruntez soit paisible et heureux. Ne manquez pas les petites joies. C'est ma philosophie de vie. Je soutiens la philosophie de votre vie.